Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur nos chaînes respectives chez Peggy Équilibre by Peggy et puis Pascal Piquet que je reçois aujourd'hui. Bonjour Pascal. Bonjour Peggy et un beau bonjour à toutes les personnes qui vont nous écouter. Alors merci d'avoir accepté cette entrevue parce qu'aujourd'hui on va traiter d'un thème qui est la parentalité et toutes les deux on a quelque chose à dire autour de cette parentalité. Toi tu es coach certifié en PNL, diplômé en naturopathie, donc super intéressant, super complémentaire. Tu es française installée au Québec depuis plusieurs années. Et puis ton énergie a franchement dépassé toutes les frontières, tes coachings aussi. Dans toute la francophonie, tu es connue et reconnue. Et bientôt, ce seront les Américains qui vont pouvoir te côtoyer. Tu t'attaques bientôt aux États-Unis, donc une Ils belle le savent pas aventure. encore. Ils le savent pas encore, hein. Ça vient, ça se prépare, c'est dans les starting blocks. Prévu, c'est dans les projets, c'est prévu. Dans la prochaine partie de ma vie, on va dire. Mais c'est ça qui est super, ça s'arrête jamais. Jamais, toujours des projets. C'est important les projets. Important, et tu as commencé aussi ta carrière en tant qu'auteur. Tu as écrit plusieurs best-sellers. Et oui, ben, j'ai eu ce plaisir-là. Au début de ma carrière de coaching, j'ai commencé par écrire un livre et puis, vois-tu, c'est devenu un best-seller en 2007 qui a été rafraîchi en 2015, Le syndrome de Tarzan. Et aujourd'hui, ben, j'en suis à mon quatrième, donc, qui s'appelle La jungle des comportements humains. La Et voici. toujours, voilà, toujours avec beaucoup de succès, puisque je pense que j'ai fidélisé un lectorat et que mon style étant assez particulier, eh bien, j'ai cette chance d'échanger avec mes lecteurs et mes clients toutes les choses que je comprends de la vie et surtout les choses sur les parents. C'est ça, parce qu'on peut dire en fait te définir en tant que spécialiste de la dépendance affective. Et tout commence en étant parent. Exact. Alors pourquoi la spécialiste? Pourquoi j'ai cette prétention? C'est parce que, comme tu le sais, Peggy, je l'ai traversée et, et j'en suis sortie toute seule. Donc j'ai gagné mes galons sur les champs de bataille et je suis expérientielle, en plus des diplômes que j'ai acquis en PNL. Donc c'est pas sur les bancs de l'école que j'ai appris la dépendance affective, c'est dans la mêlée. Au front, tout de suite, c'est toujours de toute façon, comme on dit, on apprend le métier sur le tas. Ah, sur le tas, oui, oui, ça c'est clair, ça a été sur le tas. Donc, je l'ai testé pour vous. Ne vous rendez pas jusqu'où je me suis rendue. Lisez mon livre Le syndrome de Tarzan avant. Ça vaut le coup. Je me suis rendue jusqu'à la destruction complète, hein. Il faut dire que du chaos jaillit la lumière. Et bien, je peux te dire que le chaos était bien là, puisque en février 2002, tout s'est écroulé dans ma vie. Ça fait plusieurs mois que je suis au Québec, mais tout s'est écroulé. J'ai plus de conjoint, j'ai plus d'argent, j'ai plus de travail, j'ai plus d'amis, puisque je suis dans un pays que je ne connais pas. Je fais de l'anxiété généralisée, je la soigne, je la contrôle par l'alcool et j'ai une petite fille de 7 ans. Donc, j'ai dû tout reconstruire pour être aujourd'hui ce que je suis, c'est-à-dire un guide pour ceux qui veulent sortir de la jungle de la dépendance affective. Donc, C'est quoi j'imagine. justement, pardon Pascal, c'est quoi la dépendance affective pour ceux qui ne connaissent pas, qui sont sur ma chaîne par exemple et qui se disent oh, la dépendance affective. Mais c'est quoi cette phrase mystère, ces deux mots mystérieux? Comment tu nous définirais ça? Je me doutais que tu allais poser la question. Donc, la dépendance affective, c'est le manque de confiance et d'estime qui frappe 98% de la population sur une échelle de 1 à plus de 10. C'est énorme, hein? Et d'où vient? Oui, et c'est parce que oui, mais on s'entend sur une échelle de 1 à plus de 10. Entre 1 et 4, on manque un petit peu de confiance, un petit peu d'estime, mais on a une vie qui va être plutôt agréable. 5 et plus, ça se corse. 5 et plus, on tombe dans les violences. Et si on parle de couple, on va tomber dans des violences conjugales qui sont, il y en a 5, la violence verbale, la violence physique, la violence psychologique, la violence économique et la violence sexuelle. Donc, on s'entend que 5 et plus, on va tomber dans ces violences-là parce qu'on va être très dominé, on va se laisser dominer ou très dominateur. Et en fait, c'est par carence affective. Pourquoi on dit dépendance affective? C'est parce qu'on est dépendant de l'affectif. Et on en est dépendant parce qu'on ne l'a jamais eu. C'est quand même assez fou, Peggy, de considérer que la dépendance affective, c'est être dépendant de quelque chose qu'on n'a jamais reçu, ou très peu. Voilà, on ne le connaît pas, puis on le cherche et finalement on va le chercher ailleurs. Ce qui démontre bien que l'être humain a été fabriqué pour savoir, a été conditionné dès la naissance pour savoir que c'est ce qu'il nous faut. Reconnaissance, affection et protection, c'est le rôle des parents. Et si on en a manqué, si les parents l'ont peu donné, mal, pas du tout ou trop,
eh bien, on part handicapé dans la vie parce qu'on n'est pas outillé pour faire face à la vie d'adulte. Donc, ça rebondit sur le rôle d'un parent, mesdames Voilà, et c'est messieurs. quoi? Voilà, tu dirais, toi, bon, un parent, bah, qu'est-ce que c'est finalement pour toi? Moi, j'ai ma petite idée, on a la même philosophie, donc Mais déjà, qu'est-ce je que c'est vais qu'un dire parent? ce que doit donner un parent à son enfant pour développer sa confiance et son estime, et c'est également ce que vous avez dû ou auriez dû recevoir dans votre enfance, c'est reconnaissance, affection et protection. Voilà le tiercé gagnant. Tu sais, moi, Oui, je suis un ancien jockey. Voilà le tiercé gagnant pour avoir des enfants en bonne santé mentale. Donc, la reconnaissance, c'est dire à son enfant, montrer, démontrer verbalement ou par mimétisme que l'enfant fait partie de la famille, qu'il existe et qu'il a sa place. C'est le reconnaître, lui faire des compliments, lui montrer ce qu'il fait de bien, vraiment lui démontrer que vous êtes là et qu'il est important pour vous et que vous êtes en train de le guider et encensez-le, pas trop bien sûr, hein, on ne va pas tomber dans oui. l'excès, mais L'aimer quand tel qu'il est, le prendre comme il est, dans son entièreté. il faut complimenter, encourager, verbaliser que vous êtes fier, c'est la reconnaissance. Ensuite, il y a l'affection, bien évidemment, ça parle de soi-même. Oui, je dirais il faut, Mais certains il PNL, faut, parce que à quoi bon d'avoir des enfants si on ne les aime oui, pas? il faut. Il faut avoir de l'eau, il faut avoir de l'oxygène, il faut avoir de la nourriture pour vivre. Eh bien, c'est la même chose pour les enfants de 0 à 15 ans. Ils ont besoin de reconnaissance, d'affection, et en sachant que l'affection, c'est la manifestation de la reconnaissance aussi. Si je te touche, je reconnais que tu Tu existes. existes, Donc, c'est c'est ça. très important de prendre les enfants dans les bras, de les embrasser, de leur dire je t'aime, de leur, en plus des compliments qu'on peut leur faire pour la reconnaissance, mais le toucher est très important. L'affection, les bisous, les câlins, tout ça, c'est vraiment primordial. Donc, vous dites à votre enfant qu'il est aimable et estimable, c'est le message qu'il reçoit, et dans sa vie d'adulte, c'est un fait. Il n'a pas besoin de courir après les autres pour la reconnaissance et l'affection. Étant Il donné qu'il l'a eu dans son enfance, c'est ancré en lui, c'est déjà là, ça fait partie de ses bases. Et c'est ce dont, bah, je te rejoins complètement là-dessus dans mon livre, Devenir un parent zen selon la mode de vie slow parenting. On se rejoint toutes les deux parce que c'est vrai que si on donne ces bonnes bases-là, même quand notre enfant il a tenté quelque chose et que ça n'a pas abouti, mais c'est parfait, c'est très bien. Au moins, tu as tenté quelque chose, tu as vécu une expérience. Qu'est-ce que tu en retires? Puis c'est comme ça qu'on évolue et qu'on grandit. Nous, on est là, des garants, on est juste derrière, comme je dis, un peu comme j'ai l'image du chasse-neige là, qui est là pour protéger tout le monde. Je suis là, mais vas-y, C'est vas-y. ça. C'est ça. Et surtout, Peggy, le message qu'on reçoit quand nos parents nous ont aimés, c'est qu'on est aimable et estimable. Donc, on sait que c'est normal que quelqu'un nous aime et on sait aussi aimer quelqu'un d'autre. Si on n'a pas reçu ce message, on ne s'aime pas, on ne peut pas aimer quelqu'un d'autre et surtout, on ne peut pas imaginer ni croire ni comprendre que quelqu'un nous aime. C'est impossible. C'est Si... impossible, on l'a pas reçu, on peut pas savoir. C'est comme Non, on vous dit, on te dirait, bah tiens, tu vas me faire une addition à 3 chiffres si tu as pas appris à le faire. Je suis pas sûre que tu y arrives tout de suite. c'est ça. Si je ne sais pas changer la roue de ma voiture, je ne changerai pas la tienne. Et ça, c'est un élément très important parce que un enfant qui part handicapé, parce que le message a été faussé. Il se peut que les parents aiment leurs enfants, mais ne le manifestent pas suffisamment Ne c'est pas clairement. exprimé. Mm. Clairement, exact. Il faut le dire. J'ai vu des clients qui ont 70 ans et plus, qui attendaient encore de leurs parents de 90 ans et plus, qui leur disent je t'aime. Et moi, je leur demandais, mais est-ce que tes parents ne te l'ont pas démontré d'une autre façon? Bien évidemment. Et mon client était capable, ou ma cliente, de faire la liste de tout ce que les parents ont fait pour eux, mais il s'était focalisé sur cette sacro-sainte phrase je t'aime. Et il faut savoir que des personnes qui n'ont pas été habituées à l'entendre ne sont pas capables de le dire. Mais Ils ont oui, une pudeur extrême. Ils sont incapables de le dire ou incapables de prendre dans les bras. Et on a cette catégorie de parents. Moi, j'ai 59 ans et demi, comme disent les enfants. et demi, ah oui, c'est important le demi, attends. Donc voilà. Et j'ai pas eu des parents qui m'ont prise dans les bras et qui m'ont dit je t'aime. Ils savaient pas le faire. Bon, surtout ma mère qui savait rien faire du tout. Donc c'est là que les problèmes ont Ça c'est commencé. fait. C'est là que ça, voilà, une mère dominatrice, j'ai eu tous les mauvais messages qu'il fallait pour croire que je valais rien. Et comme je ne valais rien, eh ben, je me suis dit, si je sauve un moins que rien, et moins que rien, c'est pas grand-chose, en remontant un moins que rien Je du vais gouffre, arriver à avoir ce que j'ai pas eu.
je vais valoir quelque chose. Eh Ben bien, voilà. pas du tout, je suis tombée dans le gouffre aussi. Voilà, bienvenue dans le monde de la dépendance affective. Et ensuite, il y a la protection, très important. Vos enfants doivent se sentir protégés. Défendez-les s'il y a un problème à l'école, montez au créneau s'il y a un problème avec un professeur, bien sûr quand c'est justifié, mais montez au créneau parce qu'un enfant qui ne se sent pas protégé, c'est terrifiant. C'est comme un oisillon qui est tombé du nid et qui n'a pas de plumes et il a l'impression qu'il va se faire bouffer. Donc, protégez-les, montrez-leur que vous êtes là. Et tu sais, ça se traduit par des choses très simples. Moi, C'est la étant question que j'allais te poser. Un enfant qui n'est pas protégé, qu'est-ce que ça donne, Pascal? Parce que dans ta clientèle, tu as dû en voir beaucoup. ben, un enfant qui n'est pas protégé, ça donne un futur client pour moi, c'est-à-dire un paillasson. Parce que s'il se laisse écraser par les profs et les élèves dans la cour de récréation, ben, le pauvre va devenir une proie facile. Surtout si vous ne développez pas sa confiance et son estime à travers reconnaissance, affection et protection, vous lâchez votre enfant dans l'arène, il est un oisillon tombé du nid tout déplumé et il va se faire bouffer. Il va servir de tête de turc à tous les autres C'est enfants, ça. c'est ça. C'est la loi de la jungle. Les enfants reniflent les plus vulnérables et ils vont s'y attaquer. C'est la Donc, loi de c'est la nature, hein. Dans la nature, c'est exactement la même chose, en fait. exactement la même chose. Et étant monoparentale depuis pratiquement toujours, puisque j'ai divorcé quand ma fille avait 2 ans, mais le père n'étant pas présent, eh bien, je suis partie avec ma fille sous le bras. Elle avait 6 ans et demi pour aller au Canada. Mais je me souviens de ça, Peggy, ça m'avait marqué. C'est que ma fille, je plaisantais souvent avec elle, et je lui disais, si quelqu'un t'embête, je l'écrabouille, je le pulvérise, je le dissémine aux 4 vents, et elle riait. Mais elle riait de ce rire satisfait Elle parce que savait qu'elle était protégée. oui, et à l'époque, je ne savais pas ce que je sais aujourd'hui. Mais je la sentais dans une bulle de protection. Elle riait, mais elle savait que c'était vrai. Et tu connais mon parcours, Peggy. Oui. J'avais sauté à la figure de son père. Et donc, elle savait que j'étais capable de pas mal de choses pour la protéger, n'est-ce pas? Donc, sans tomber dans la violence, vos enfants doivent sentir qu'ils existent à vos yeux, qu'ils sont aimés et surtout qu'ils sont protégés. Déjà, vous développez la confiance et l'estime et vous les lancez dans la vie avec d'autres, bien sûr, d'autres éléments qui sont les mesures d'hygiène et ensuite les clés pour se faire des amis, pour tenir un budget, les femmes pour être féminines, les hommes pour être des hommes, pour comprendre les rôles respectifs. Donc, quand on quitte nos parents, on doit être outillé pour faire face à la vie. La C'est majorité ça. d'entre nous nous a jetés dans l'arène, on n'était pas du tout outillés, ni sur le plan confiance, ni estime, C'est et toute une ni époque, hein. sur d'autres choses. Par exemple, quand je suis sortie de chez mes parents, je ne savais ni cuisiner, ni tenir un budget, ni m'habiller, ni me coiffer. Oui, je m'habillais, je me coiffais, mais comme je pouvais, je parle de l'aspect féminin. Ma mère était dans une incapacité totale de m'enseigner comment me coiffer, ne serait-ce que de promouvoir ma féminité. Ah J'étais oui. habillée comme un sac de patates, j'avais 10 kilos de trop, j'étais moche comme tout, et puis je suis partie comme ça. Donc, je ne savais rien faire, pas tenir un budget, pas cuisiner. Et ça, elle me l'a reproché. Mais c'était à elle de me l'enseigner. Et évidemment, je ne savais pas comment choisir la bonne personne pour réussir ma vie affective. Donc, je suis allée. Tout ça en découle. Hein. Voilà. Et la dépendance affective, c'est qu'à chaque échec, eh ben, vous avez un morceau de votre confiance qui était déjà pas très brillante et reluisante, qui part, qui vole en éclats. Donc, au bout du compte, au bout de 3 ou 4 échecs, eh ben, je peux vous dire qu'il ne reste plus grand-chose de votre confiance. L'estime, vous pensez que vous n'en avez plus alors que c'est faux, mais néanmoins, vous vous retrouvez affaibli comme l'enfant que l'on lance dans l'arène et qui n'a C'est plus ça. pas de confiance et d'estime. Vous servez de proie à tous les prédateurs qui passent, comme un enfant va servir de proie à tous les sales gamins dans la cour de D'accord récréation. dans la création. Voilà le lien. Et puis, si tu me permets de montrer ce dessin, en Oui, fait, vas-y. Oh, il est super ce dessin. J'aime beaucoup. Il simplifie les choses. ce que les parents doivent aux enfants, c'est reconnaissance, affection, protection, ce qui doit développer la confiance et l'estime. Si les parents ne le donnent pas, vous voyez que ça affecte la confiance et l'estime. Donc, l'enfant reste bloqué dans sa croissance, le corps grandit, fille ou garçon, le corps grandit quand même et s'installe un grand vide. Et dans ce vide, on va installer toutes sortes de compulsions, la drogue, l'alcool, le jeu, le sexe, la bouffe, le travail. On va tomber dans l'anxiété, bien sûr, et cette anxiété va provoquer burn-out, dépression, suicide et meurtre, parce que moi j'ai failli tuer. Et vous voyez que pour remplir ce vide, soit on a des compulsions, soit on va remplir le vide avec une autre personne, mais qui ne sera jamais qu'un enfant terrifié. Donc c'est l'enfant intérieur qui va faire le casting, un enfant intérieur va choisir un autre enfant intérieur, et on ne réussira pas notre relation parce que on a un côté adulte parfois dans certaines sphères et puis un côté enfant.
Le côté adulte peut se retrouver dans la sphère professionnelle, le côté enfant dans la sphère privée ou vice-versa. Mais quand c'est l'enfant intérieur qui a pris les commandes, c'est fini. Il n'y a plus de personne et là, c'est la guérilla. On est dans un corps d'adulte et on a des réactions d'enfants de 6 ans. C'est ça. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous, en tant que parent, vous êtes dans un avion et vous devez piloter l'avion. Ah ben, c'est ce que j'allais te demander. J'allais te dire, mais tu as une superbe image qui explique très bien comment on fait pour être un bon parent. C'est quoi un bon parent? Et ton image du pilote, là, c'est extra. C'est ça, c'est que vous, en tant que parent, vous êtes dans un avion, vous pilotez votre vie, vous pilotez la famille, vos enfants sont à l'arrière. Tranquillement, vous leur donnez les commandes, vous leur passez les commandes, vous leur enseignez à piloter. Et quand ils savent piloter, ils volent de leurs propres ailes et vous descendez de l'avion. Et ensuite, vous êtes comme la tour de contrôle, vous ne contrôlez pas les enfants, ils viennent vers vous pour avoir des conseils, pour avoir une guidance. Ça, c'est dans un monde idéal. Donc, les parents pilotent, enseignent aux enfants à piloter. Et quand les enfants savent piloter leur avion, les parents descendent de l'avion et les laissent voler de leurs propres ailes. Quand les parents sont descendus tout de suite de l'avion avec un abandon, abandonnés complètement, que les parents aient disparu de la carte ou qu'ils ne s'occupent pas de leurs enfants, c'est la même chose, c'est un abandon. Eh bien, vous êtes empiqué vers le sol ou votre enfant, plus tard, sera empiqué vers le sol, c'est sûr, il va cracher. Si vous restez dans l'avion et que vous ne leur apprenez pas à piloter, vous pilotez à leur place pour 2 raisons. Ou en disant, tu vas voir mon chouchounet, ma chouchounette, papa et maman vont piloter pour toi, ce qui fait que quand ils sont lancés dans la jungle de la vie, eh bien, ils ne savent pas du tout piloter. C'est panique à bord. Rien faire. Panique à bord. Ils crachent. Ou alors, comme c'était mon cas, pousse-toi de là, imbécile, tu sais pas piloter, je vais le faire à ta place. Eh bien, c'est pareil. On sort dans l'arène, on va se faire bouffer, on crache aussi. Donc, c'est la raison pour laquelle ce que je fais avec mes clients qui sont empiqués vers le sol, whoop, je monte sans jeu de mots, hein, puisque mon nom, c'est Pascal Piquet, mais pur hasard. Donc, mes clients qui sont piqués vers le sol, je monte dans leur avion et hop, on redresse le nez et hop, je leur apprends à remonter et ensuite à prendre une vitesse de croisière. Et là, ils n'ont plus besoin de moi, mais je reste la tour de contrôle. S'ils ont besoin de moi, je suis là. Donc, si vous ne pilotez pas votre avion, qu'est-ce qui se passe? Vos enfants vont le piloter à votre place. Et vous allez vous laisser... C'est ce que j'allais te dire. Moi, j'avais catégorisé dans mon leadership parental, dans ces coachings voilà, de leadership parentaux, je catégorise 3, on va dire, sortes de parents. Le contrôlant qui est très psychorigide. Pousse-toi de là, mon chouchounet, tu sais pas faire, je vais piloter à ta place. On a exactement les mêmes approches. Le permissif, celui qui a peur de tout, qui a peur de dire non à son enfant, de ne pas être aimé par son enfant, et puis même s'il sait que c'est pas bien, ben, il va le laisser faire et c'est l'enfant qui prend le dessus. Et puis on a le leader, le parent leader, qui, comme tu dis, apprend à piloter l'avion à son enfant, et quand c'est bon, il dit bah, vas-y, tu peux voler tout seul. Donc c'est assez marrant, on n'a pas forcément les mêmes mots, mais dans l'idée, on est exactement sur le même plan. Et comme tu dis, le parent contrôlant, pousse-toi de là, tu sais pas faire, descends de l'avion, moi je vais piloter à ta place, ou je t'impose, tu vas faire ça, 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 montre-moi ce que tu as fait, je veux que tu fasses ci, je veux que tu fasses ça. L'enfant n'apprend rien, puis se trouve complètement désarmé le jour où il sera lancé dans la vie. Absolument. Puis j'aimerais rebondir sur le parent permissif, comme tu dis, c'est-à-dire le pouce. Tu vas voir mon chouchounet, papa et maman vont le faire pour toi, Bah avec, ouais. avec cette peur viscérale de ne pas être aimé par les enfants si on dit non. Mais c'est l'inverse qui va se produire. Parce que si vous ne pilotez pas l'avion, si vos enfants ne sentent pas, autre métaphore, que vous êtes le mâle et la femelle alpha de la meute, et s'ils ne sentent pas qu'il y a un mâle et une femelle alpha et qu'ils ne sont que les louveteaux, ils vont embarquer au-dessus de vous pour vous dominer. Pourquoi? Parce que si vous ne pilotez pas l'avion, ils vont le faire. Imaginez-vous dans un avion, les 2 pilotes sont dépressifs, ils partent dans la queue de l'avion. Vous allez essayer de prendre les commandes pour redresser l'avion, même si vous ne savez pas piloter, mais votre réflexe, ça va être de prendre les commandes. Donc, vos enfants vont essayer de prendre les commandes, vous allez les laisser faire, ils vont vous dominer, c'est-à-dire qu'ils vont devenir le mâle ou la femelle alpha de la meute, et vous allez devenir les louveteaux. Et le pire là-dedans, c'est qu'ils vont vous mépriser. Mais oui, parce qu'on n'aura pas laissé le temps, on n'aura rien appris. Les parents sont partis au fond de l'avion. Les enfants sont dit, oh là là, il faut qu'on sauve tout le monde, on y va. Mais ils ne vont pas vouloir redonner les commandes. Hein. Attends, on les a prises. On a sauvé tout le monde, là. On ne vous les redonne pas, c'est bon. On a vu de quoi vous étiez capable. C'est-à-dire pas capable de nous emmener là où il faut.
On Mais les chaque doit, enfant les peut se commandes. sauver lui-même, hein. Il n'a pas la perspective de sauver les autres et chaque enfant Oui, va se sauver lui-même. Parce que si personne ne pilote l'avion, il va le faire lui-même. Mais surtout, il va mépriser ses parents. Dans mon métier aussi, j'ai beaucoup de parents qui ont été dépassés par les enfants. Mais c'est une règle. Si le parent pilote, s'il est le mâle ou la femelle dominant de la meute, l'enfant le respecte. Il va toujours essayer de voir où sont les frontières, hein, où c'est sont les normal, limites. c'est la définition de l'enfant, il est toujours en train de chercher les limites. Et quand Tout est-ce à que je fait. peux la dépasser, quand est-ce que je peux pas? Mais c'est ça, on a toujours été comme ça. On Tout à cherche les fait. limites. Nos animaux font la même chose, hein. Ils cherchent les Exactement. limites. Donc l'enfant qui a des parents qui sont aux commandes va respecter ses parents, des leaders, hein, pas des dominateurs, les parents. Mais l'enfant va respecter ses parents parce qu'il va être rassuré, il va se sentir protégé, en sécurité. C'est Mais ça. l'enfant qui devient le parent de ses parents, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et alors, par pitié, n'allez pas vous confier, surtout sur des problèmes sexuels ou de couple, à vos enfants. Ça, c'est la catastrophe. Déjà, les enfants ont du mal à imaginer leurs parents dans des situations intimes. Donc, en plus, si vous leur racontez des détails catastrophiques de votre vie intime, mais c'est monstrueux ce que vous faites. Vous vous appuyez sur vos enfants comme sur des béquilles. Ils ne sont pas là pour entendre ça. Ils sont là pour se confier à vous et vous êtes là pour les guider et non pas l'inverse. Donc, quand un enfant se sent responsable de son parent, qu'est-ce qui va se passer? Adulte, il va se sentir responsable de la planète entière et on va avoir affaire à un beau desperado, c'est-à-dire dans mon livre La jungle des comportements humains, c'est celui qui donne tout et qui veut sauver tout le monde. Eh bien, il va devenir un desperado et il va être une fois de plus méprisé par les autres. C'est On ça. retrouve la même chose. Et on retombe, en fait, c'est des boucles infinies. Et tant qu'on n'a pas cassé cette boucle, eh Voilà. ben, ça va continuer jusqu'à ce qu'on tombe en dépression ou pire, burn-out ou pire encore, tomber du haut d'un pont parce qu'on sera jeté, parce que c'est invivable. Et tu te souviens de la métaphore du boa, c'est-à-dire que les Oui, enfants, ce sont des petits boas, c'est-à-dire cette femme qui avait acheté un boa et qui était d'une dimension normale, disons 1 mètre, et il a grandi. Elle dormait avec dans son lit, chacun fait ce qu'il veut, et il dormait lové sous les couvertures, hein, en rond. Et le temps a passé, le boa a grandi, et c'est une histoire vraie, le boa a grandi. Et un beau jour, la dame inquiète est allée voir le vétérinaire en disant je ne comprends pas, il ne mange plus et il dort plus du tout lové sous les couvertures, il dort le long de mon corps. Eh bien, le vétérinaire lui a dit, Madame, dépêchez-vous de vous en débarrasser, il est en train de vous mesurer pour vous bouffer. mais Le oui, cerveau reptilien de notre ami le boa lui avait notifié que il était trop petit pour la manger, mais un jour arriverait où il serait assez grand, et dans sa tête, elle était de la bouffe sur pattes. Il attendait oui, juste qu'il soit assez grand pour la dévorer. Eh c'était bien, vos beau. enfants, c'est pareil. Les enfants, et dans la vie courante aussi, hein, il y a beaucoup de gens, 98% de la population, qui, face à vous, va se demander est-ce que je le bouffe ou est-ce que je me fais bouffer ou est-ce que je l'attends au tournant. Donc, vos enfants sont des petits boas, ils vont tout le temps tester les limites. Tout le temps. Sans arrêt. Donc, Puis à n'importe quel âge, ça commence dès la naissance et ça se termine fin de l'adolescence et même encore un peu après, ça continue. Donc, c'est ça, il faut rester ferme, mais en douceur, il n'y a pas de c'est violence ça, là-dedans, non, mais du il faut tout. rester ferme. Par Voilà. exemple, j'avais un cas particulier. On imagine un père qui est tout le temps sur le dos de son adolescent de 15 ans, sans cesse à lui dire ce qu'il doit faire, vérifier son travail, faire des choses à sa place quand même parce que ça doit être hyper carré, ne lui laisser aucune marge d'erreur, aucune tentative d'essayer quelque chose, et toujours dans le jugement permanent. Comment ça va, comment ça va se passer pour l'enfant? Comment lui va se conduire? Moi, j'ai Tu deux sais, options dans la tête, mais j'aimerais bien que toi, tu nous en parles. tu sais que je vis dans la forêt canadienne. Oui, Je suis au milieu de 37 hectares dans une belle propriété au village de Saint-Jean-de-Matin, qui est à 1 heure et quart de Montréal, au Québec. Et donc, ce que j'ai observé dans la forêt, c'est que si un érable essaie de pousser en dessous d'un sapin, pousse pas. ça ne pousse pas. Parce que le sapin lui cache la lumière. Donc, ça ne pousse pas. C'est exactement ce qui se passe avec un parent qui est contrôlant à ce point. Il ne laisse pas l'espace à l'enfant de s'exprimer. Mais tu sais, c'est vite fait. C'est vite fait de se fourvoyer parce que moi-même, très fière de moi, ma fille étant dans la vingtaine, je dis à quelqu'un qui, nous étions à trois à converser, ma fille, une autre personne et moi très fière de moi, je dis mais moi, je fais attention, je laisse l'espace à ma fille et ma fille de dire non maman, pas du tout. Ah, Et j'ai pris une gifle que j'ai acceptée. Et elle m'a dit, non, maman, souvent tu parles à ma place. Ah mon Dieu, et pourtant j'avais l'impression que je faisais hum, attention. Donc il faut laisser à l'enfant l'espace
pour s'épanouir, il ne faut pas lui cacher la lumière. Et c'est le laisser faire ses propres expériences, évidemment en sécurité, de façon à ce qu'il puisse faire essais-erreurs, en se souvenant que quand nous quittons nos parents, la confiance et l'estime devraient être déjà solides, à un bon niveau, et que à la suite de ça, l'expérience entraîne la confiance qui entraîne les victoires, qui entraîne l'expérience, qui entraîne la confiance, qui entraîne les victoires, et ainsi va la vie. Mais si on a brimé cet aspect-là d'un enfant, on l'a empêché de faire ses expériences, eh bien, il va rester à l'ombre de son père et il ne se déploiera pas. Résultat des courses, eh bien, il y a des gens qui vont s'éloigner des parents, mais mettre plusieurs pays entre eux ou plusieurs milliers de kilomètres pour avoir cette capacité à pouvoir s'épanouir. Ma fille a mis, à l'âge de 19 ans, des milliers de kilomètres entre elle et moi. Elle est partie en dessous de la planète. Non pas parce que je l'empêchais de vivre, mais à 19 ans, elle a décidé de voir si elle était capable de vivre sans moi, c'est-à-dire d'aller dans le défi, oui. Une autre langue, trouver un job, trouver un domicile, trouver des amis. Donc, à 19 ans, elle s'est lancée en Australie et puis elle a réussi. Et Parce qu'elle avait eu la confiance et l'estime nécessaire. Il n'y avait pas de conflit entre elle et moi, mais elle a voulu tester mes enseignements d'une certaine façon et voir si elle était capable de vivre sans sa mère. Donc à 19 ans, après 19 ans de vie commune, elle s'est exportée carrément en dessous de la planète pendant 1 an et puis elle est retournée une année de plus. Ça a fait, c'est la plus belle école de la vie. Donc c'est vrai qu'on veut que les enfants travaillent à l'école, bien sûr, mais la plus belle expérience, c'est l'école de la vie. C'est leur enseigner comment avoir des amis, leur développer la confiance et l'estime, leur donner les clés pour choisir la bonne personne plus tard. Parce que c'est pas vrai que c'est un jeu de hasard. Non. Le jeu des échecs amoureux, qui est un de mes best-sellers aussi, explique comment choisir la bonne personne. Donc, nous sommes censés, en tant que parents, outiller nos enfants et les lâcher dans l'arène ou dans la jungle et leur permettre d'avoir les outils pour s'en sortir et être là si, à un moment donné, ils perdent un peu les pédales ou ils sont un petit peu perdus. On est là pour les guider, mais il faut les laisser voler de leurs propres ailes à un moment faire donné. leurs expériences et qu'elles soient heureuses ou malheureuses, c'est pas grave, j'ai envie de dire, parce que le but, c'est comme, vous savez, je suis une ancienne maîtresse d'école, 15 ans d'enseignement dans l'éducation nationale, j'en suis partie, conviction avec le milieu qui ne convenait plus, mais c'était ça, j'expliquais aux parents, mais laissez la marge d'erreur. S'ils ne se trompent pas, entre guillemets, je n'appelais pas ça se tromper, c'est comme les cahiers avec les erreurs, s'ils n'essaient pas les choses, mais ils ne sauront jamais. S'ils ne cherchent pas à tâtons, ils ne sauront jamais. Et puis les mettre dans du coton tout le temps. Le jour où ils vont se casser la figure, comment ça va se passer? C'est comme quand on apprend à faire du vélo. On met des roulettes au départ pour apprendre à se stabiliser, connaître et maîtriser l'engin, chercher son équilibre. Puis une fois qu'on l'a, on a un défi, on en enlève une, après on enlève l'autre, puis le parent lâche. On va quand même pas toute la vie tenir son enfant derrière le dos, mon chéri, je te tiens, parce que si tu tombes, mon Dieu, je ne pourrai pas survivre. Ah non, mais lâche-le, s'il tombe, c'est pas grave, il s'en remettra. Il sera peut-être écorché, peut-être pleurer, mais ça fait partie des lois de la vie, puis de ce qu'on doit apprendre. Il va apprendre à se stabiliser. Et tu es là derrière. Puis tu vas l'encourager à recommencer. Et ça, c'est important. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des expériences à partir du moment où on en retire la substantifique moelle. Donc, c'est important. Et aussi, si vous êtes des parents anxieux et que vous êtes des parents papa poule, maman poule et que vous couvez trop, vous envoyez le message à votre enfant que le monde est dangereux. Et forcément, ce sera un terrain favorable à l'anxiété pour lui plus tard. Alors, il ne s'agit pas non plus de le jeter dehors et de voir comment il va se débrouiller, il s'agit de l'accompagner, mais surtout pas de lui faire croire que le monde est dangereux. Donc, si vous êtes anxieux, essayez de régler ça le plus rapidement possible parce que votre enfant va porter cette anxiété-là et vous allez la lui transmettre comme un méchant bagage qu'il va être obligé de promener et de régler lui-même plus tard. Donc, c'est de laisser vos enfants faire certaines expériences et puis oui, il faut vous habituer à l'idée qu'il peut revenir avec un bras cassé, la tête ouverte ou des choses comme ça parce que ça fait partie de la vie et qu'il faut le laisser expérimenter, mais dans un cadre sécuritaire. Soyez attentionnés, veillez à ce que l'environnement soit à peu près sécurisé pour qu'il puisse s'ébattre. Et puis, il y a des moments, oui, il va falloir qu'ils prennent des risques et il faut le laisser faire, c'est clair. Je vais te raconter une histoire. Mes fils adorent monter dans les arbres. Moi, ça me va très bien, monter dans les arbres. Moi, je leur ai toujours dit, on fait très attention, choisis bien sa branche, on vérifie que la branche est costaud, mais allez-y, montez dans les arbres. Faites cette expérience. Soyez prudents, mettez quand même une chaussure qui ne glisse pas, mais allez-y. C'est normal de jouer dans les arbres. Je veux dire, il n'y a rien de plus naturel que de monter dans les arbres.
Papa, lui, beaucoup plus réticent. C'est dangereux, il va tomber. Ben, écoute, s'il tombe, il tombera. Le fait est, il est tombé. C'est ouvert l'arcade. Bon, ben, c'est pas grave, ça se recoue. Moi, tout de suite, c'est bon, c'est pas grave, ça se recoue. Mais j'ai dit à mon fils, mais vas-y, recommence. Tu peux remonter aux arbres. Exact. Maintenant, tu as compris pourquoi tu étais tombé. Ben, la Exact. branche était trop petite et elle n'était pas assez solide. Exact. La prochaine fois, j'en prends une plus costaud. Et puis Tout les à fait. remonter dans les arbres. Mais tu vois, la phrase négative, attention, tu vas tomber, ça veut dire tombe. C'est ça qui est très dangereux. Ne dites pas à vos enfants, attention, tu vas tomber. Dites plutôt, assure le coup, tiens-toi bien à la branche du haut, assure-toi que tes pieds soient bien stables. Mais quand vous dites ne tombe pas ou attention, tu vas tomber, ben, vous venez de dire à l'enfant, tombe. Et c'est un message plus que négatif et c'est un Ouais. ordre. C'est un ordre dans le subliminal, c'est un ordre, tombe. Donc, c'est l'anxiété que vous transmettez à vos enfants. Et une fois de plus, au lieu de leur enseigner à grimper aux arbres, eh ben, vous leur dites, bah, tu vas tomber. Et Ah bah tu évidemment, vois, puis je te l'avais dit, t'es tombé. et voilà, c'est ça en plus, je te l'avais Généralement, c'est la phrase qu'on entend. Ah bah, tu vois, dit je ça. te l'avais dit, t'es tombé. Exactement, exactement. Donc attention à l'anxiété que vous transmettez à vos enfants. Si vous n'êtes pas prêt à être parent, faites un travail sur vous pour commencer. Ne vous lancez pas dans cette aventure magique et merveilleuse n'importe comment. Commencez à savoir si vous, vous êtes stable parce que les nœuds que vous portez, vous allez les transférer sur vos enfants et ils vont Complètement. devoir les porter aussi. Donc la bonne idée, c'est de vous libérer de tout ce qu'on appelle la psychogénéalogie qui vous ligote et qui vous empêche d'être Mm. épanoui. Et à partir de là, quand vous avez une belle confiance, une belle estime de vous, Et que eh tous bien, les carcans ont explosé. voilà. J'ai pas dit qu'il fallait j'ai pas dit qu'il fallait être équilibré comme le Dalai Lama pour être parent ou pour être en amour, hein, parce que Bah, lui là, l'équilibre, c'est ça. Nous, en yoga et voilà, en PNL, c'est vrai qu'on dit que l'équilibre, c'est comme la fleur de lotus au-dessus de l'eau. L'équilibre, c'est ça flotte parce qu'il y a le vent, il y a un rayon de soleil, il y a toujours quelque chose. Donc, c'est pas tout plat. L'équilibre, c'est quelque chose qui est en mouvement, mais qui n'est pas rectiligne. c'est ça. Puis des parents peuvent être déséquilibrés, effectivement, peu importe, ils sont peut-être séparés, mais à partir du moment où ils donnent reconnaissance, affection et protection à leur enfant, tout va bien. Moi, c'est ce que j'ai donné à ma fille alors que j'étais archi névrosée, mais alors vraiment au coton, comme on dit au Québec, là, bien gratiné, comme on dit en France. Et j'ai toujours dit à ma fille, tu as vécu les 7 premières années de ta vie avec une mère archi névrosée. Elle m'a vue dans des situations un peu abracadabrantes, mais néanmoins, je lui donnais reconnaissance, affection et protection. Pourquoi? Parce que je lui ai donné ce que je n'ai pas reçu. Et il se trouve que la génération avant moi et les autres, jusqu'à l'homme préhistorique, n'ont pas pu donner ce qu'ils n'avaient pas reçu parce qu'ils n'avaient pas cette ouverture d'esprit et qu'on les a formés, formatés, programmés à être des pourvoyeurs. Donc, qu'est-ce qu'on leur a dit? Un toit sur la tête, de la bouffe dans l'assiette, des habits sur le dos, et c'est fait. Le parent a rempli son rôle. Pas du tout, pas du tout. C'est reconnaissance, affection et protection qui sont importants, bien sûr, avec le toit, les vêtements et la nourriture. Mais néanmoins, Le développement de l'esprit, et puis on a quand même un esprit, il faut bien le reconnaître, il faut qu'il puisse s'éveiller, grandir. Il faut ces trois conditions-là. tout à fait. Donc, à partir de là, eh bien, je fais partie de la génération fracture. Nous nous sommes mis à donner ce que nous n'avions pas reçu grâce aux Mm. médias, grâce à l'information à laquelle nous avons pu avoir accès plus facilement que nos parents et grands-parents. Alors, tout ce qui nous a manqué, on a fait l'inverse de nos parents, on s'est mis à le donner. Et c'est exactement mon cas. Et la majorité de mes clients, quand je leur demande ce que serait quels parents ils auraient voulu avoir, inconsciemment, sans s'en rendre compte, ils se décrivent eux-mêmes. Et quand je leur fais remarquer, il y a toujours une petite émotion, homme ou femme, hein, il y a toujours, on dit les yeux, la buée dans les yeux dans l'eau, là, quand ils remarquent qu'en fait, ils sont le parent qu'ils auraient voulu avoir. Eh bien oui, on se met à donner ce qu'on n'a pas reçu, et même si on n'est pas un parent équilibré, si on donne le nécessaire à nos enfants, on va les lancer plus haut dans la vie que C'est nous, et c'est ça. notre Puis on a rôle de toujours parent. moyen de récupérer, on a toujours moyen de réajuster, et c'est ce que je dis dans mon livre et dans le coaching qui va sortir prochainement la fin mars. Tout un coaching PNL et yoga qui s'appelle Cocktail Zénitude pour les parents, où ben, j'ai allié yoga, PNL et d'autres enseignements, justement pour aider les parents à déstresser, décompresser. C'est accompagné du livre pour tout simplement réajuster, puisqu'on se rend compte que justement, bah, l'avion, il est peut-être parti en piqué, comme tu dis, et bien qu'il est temps de remonter avec des choses simples à mettre dans la vie. Il suffit déjà de changer certaines habitudes de vie pour s'en rendre compte. Et en changeant ces habitudes de vie, on va avoir des prises de conscience. Et là, on fait « Oh, mais c'est vrai, ça, je le dis tout le temps. Oh,
mais ça, je le fais. Eh bien, maintenant que tu l'as remarqué, il ne serait pas temps de changer. Mais tout ça, ça demande un certain temps d'observation. Et c'est vrai que les gens, avant de venir te voir, je suis certaine qu'ils ont observé ce qui s'était passé, se rendent compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et après ils viennent te voir. Tout à fait. Et puis, tu sais, pour clore le débat, il n'y a pas de parents parfaits. J'en ai jamais vu. Non, Même moi, avec les on fait activités du que mieux je qu'on fais, peut. je fais des boulettes. Mais moi, j'ai fait des boulettes et on a rectifié le tir. Oh, Mais moi il n'y a aussi, j'en ai fait des boulettes et j'en fais encore de temps en temps, mais on arrive à rectifier le tir. ça nous rend sympathique et puis ça nous rend humains. Parce que si on est sur un piédestal, on va se péter la Voilà. figure un jour. Nos enfants n'apprennent pas de nos perfections, ils apprennent de nos imperfections. C'est-à-dire, c'est à nous de leur dire voilà, ça, c'est un piège, j'ai mis les pieds dedans. Celui-là aussi, c'est un piège, j'ai mis les pieds dedans. Donc, on éclaire leur route en leur disant les pièges dans lesquels on est tombé. Mais il n'y a pas de parents parfaits. Il n'y a que des parents impliqués. Donc, mettez-y la meilleure volonté, ça sera bien. On n'a pas besoin de perfection et ça n'existe pas. Mais des parents impliqués qui se posent des questions sur eux-mêmes, qui veulent bien faire sans non plus être complètement, allez-y un peu à l'intuition et à l'instinct aussi, hein, mais soyez des leaders pour vos enfants. Soyez Voilà. des leaders, prêchez par l'exemple pour commencer, et puis ensuite, par mimétisme et verbalement, en leur donnant les clés pour une vie réussie. Encore faut-il que vous les ayez. C'est ça, et ces clés, on peut les avoir. Alors toi, avec la dépendance affective pour tout nettoyer, tout rééquilibrer. Et puis moi, de mon côté, avec le leadership parental, justement, pour Avec compléter tout ça. le Mais voilà. syndrome de Tarzan. J'ai la caméra qui a du mal à focaliser. Voilà, le syndrome de Tarzan. Hein. Libérez-vous des lianes de la dépendance affective. Et puis mon petit dernier que tu montrais tout à l'heure, Il est la là. jungle des comportements humains. Je le montre. Ouais, il est ici. Et puis également ton livre dont j'ai fait la promotion sur ma page Facebook, qui est un livre très facile à lire, qui est, je dirais, facile à appliquer aussi. Ce n'est pas des grandes phrases alambiquées où on ne comprend plus rien. Non, puis c'est très direct. Je ne vais pas tourner La phrase, du c'est pot. très simple. C'est Simple. simple à appliquer. Donc, souvenez-vous, les amis, il n'y a pas de parents parfaits, il n'y a que des parents impliqués. Et à partir du moment où vous vous impliquez, vous cherchez des outils pour guider vos enfants. Et surtout, sachez que si un enfant ne va pas bien, et je pense que tu me soutiendras dans ce que je vais dire, si un enfant ne va pas bien, vous le savez tout de suite. On le Il sent. il dort pas bien, il mange pas, il se passe quelque chose. Si un enfant est joyeux, même si vous en faites voir de toutes les couleurs, je tire, si un enfant est joyeux, s'il mange, s'il dort bien, eh bien, c'est que votre rôle est bien rempli. Mais ne lui laissez pas cette force de vous grimper sur la tête, parce que croyez-moi, si vous lui en laissez l'opportunité, c'est exactement ce qui va C'est faire. rester vigilant, Bref, toujours. Être la tour, comme tu dis, la tour de contrôle, c'est la tour de vigilance. On est là, on contrôle la forêt aussi. Hein. C'est le garde forestier qui contrôle sa forêt en disant, ben voilà, je regarde, c'est pas un départ de feu. C'est un départ de feu, j'interviens, tout simplement. exact. Et puis, sachez que vos enfants lisent plus dans ce que vous dégagez que dans ce que vous dites ou ce que vous faites. Si vous êtes vraiment un mâle ou une femelle dominant de la meute, même séparés, eh bien, votre enfant va vous respecter. Et ça signifie aucun écart de langage ni de comportement, ni en plaisantant, ni en aucune façon. Je vous conseille de ne pas accepter le moindre écart de langage ou de comportement. C'est non négociable. Vous devez être respecté. C'est très important. Si vous permettez un écart de langage en rigolant, ah ben t'es stupide maman, la prochaine fois, ça va venir avec beaucoup plus de violence, beaucoup plus de violence. Il se permettra la même phrase, mais avec beaucoup plus de violence. Donc attention. Pas Attention, des... donc se faire respecter tout de suite, ça c'est important parce qu'ils vont tester, c'est une des limites qu'ils vont tester aussi. À l'adolescence, ils y jouent encore pas mal, mais il faut être droit dans ses bottes, comme je dis, savoir Oui, qui oui, on est, dire non mais attends, tu te prends pour qui là? Tu viens de parler à qui? oui. Maman. C'est non négociable, surtout quand vous avez un garçon qui un jour va faire 1m90. S'il ne vous a pas respecté, là c'est fini. Il va défoncer les portes, il va avoir le dessus sur vous, même vous bousculer. Donc il faut vraiment établir une notion de respect mutuel et surtout ne jamais, jamais, jamais être le meilleur ami ou la meilleure amie de vos enfants. Non. Vous êtes le parent dans la hiérarchie. C'est très important de le lui faire comprendre. Vous êtes le parent. Donc jamais le meilleur ami ou la meilleure amie, surtout pas. Il faut Surtout, que la hiérarchie soit chacun respectée. sa place. J'aime bien retenir cette image du chef de meute, moi qui ai des huskies à la maison. Eh bien oui, c'est comme ça que ça se passe et il y a énormément de respect. Et Ils se voilà. respectent entre eux, justement, et chacun sait qu'il y a il y a des limites à ne pas dépasser, justement. Et c'est une très belle image de voir cette race de chiens qui est extrêmement respectueuse, basée sur l'amour des siens et l'amour des êtres humains.
et qui en même temps respectent ça, le mâle et la femelle alpha, et les autres sont hyper respectueux. Il n'y a pas de dominé, de dominateur, il n'y a qu'un seul dominant. C'est ça, exactement. Soyez les chefs de meute de votre petite famille, que vous soyez en couple ou seul. Et il faut absolument, et je sais que c'est pas facile d'être le papa et la maman hein, en même temps quand on est séparés, mais néanmoins le respect, un respect mutuel, mais il vous faut imposer le respect pour que vos enfants vous respectent. Si vous ne le faites pas, ils vont vous mépriser. Ça, C'est je ça, vous... donc c'est ce qu'on va éviter, et c'est l'invitation qu'on vous fait toutes les deux, de vous faire respecter, de les respecter eux aussi dans leur intégrité. Ils sont comme ils sont, ils ne sont pas votre propre projection de ce que vous auriez voulu être, ils ne Non. sont pas la prolongation de votre bras non plus, ce sont des êtres à part, ils se sont incarnés ici pour vivre une mission de vie, pour vivre quelque chose de particulier, juste vous, vous êtes derrière. Les mains qui protègent hein, l'enfant sur le vélo, puis vous lâchez les mains, mais vous êtes là. C'est ça. C'est C'est tout. ça. Et je trouve que le métier de parent, c'est le plus beau métier. Et pourtant, j'étais pas équipée non plus pour. Voilà. J'étais pas équipée pour être lancée dans cette aventure-là. Ça m'a pris un seul jour, d'un seul coup d'être maman. Mais je trouve que le plus beau mot de la planète, c'est maman. Ah oui, quand ils nous disent maman pour la première fois. Ah, regarde-moi, chaque fois que ma fille m'appelle maman, Maman. je trouve que c'est un cadeau exceptionnel. C'est Donc, le cadeau de la vie de pouvoir être maman. c'est maman ou papa, mais c'est Ouais, les plus beaux mots qui soient à entendre. tout à fait. Ben alors, on vous souhaite à tous une excellente journée, matinée, après-midi, bonne semaine. À réécouter encore et encore. Si vous avez des notes à prendre sur cette vidéo, faites-vous plaisir, partagez autour de vous si ça peut aider quelqu'un dans votre famille, dans vos amis. Parce que être parent, un parent bien dans sa peau, un parent bien dans sa tête, ben ça donne des enfants en super forme, en santé, heureux, dans la joie de vivre et qui réussiront leur vie. Ça, c'est super important. Merci Voilà. beaucoup, Pascal, pour cette entrevue. Avec plaisir. Et puis, ben, je dirais, si vous avez besoin d'aide, allez en chercher. Voilà, vous savez où nous trouver. On mettra tous les liens dans la description. Absolument. Merci beaucoup, Peggy. C'était très agréable. Et Merci puis, à toi. Toujours dynamique, donc c'est ce que j'aime. Le dynamisme et puis aller droit au but, ça, c'est important. c'est sûr. Donc, à bientôt tout le monde. À bientôt, merci.